Lui, c'est un cours sur les diaphragmes. Qu'est-ce que c'est que des diaphragmes dans un instrument d'optique? À quoi ils servent? Où est-ce qu'on les place? Qu'est-ce que c'est qu'un diaphragme d'ouverture, qu'on appelle aussi une pupille, ou un diaphragme de champ, qu'on appelle aussi une lucarne? Et on va essayer de définir aussi le champ de pleine lumière, le champ total, le champ de contour. On va essayer d'expliquer ce que c'est que le vignettage d'une image et déterminer le diamètre d'un champ. Donc on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'un diaphragme. Donc là, c'est un objet, c'est tout simplement un objet, un obstacle qui se trouve dans le système optique, qui est centré sur l'axe optique, et qui a une ouverture plus ou moins grande, et donc qui permet de laisser passer qu'une partie de la lumière. Donc les diaphragmes, vous pouvez en avoir de toutes sortes. Généralement, c'est la monture des lentilles. Donc là, je vous ai mis en image trois lentilles. On voit bien la monture, dont une qui est assez épaisse. On comprend bien que la monture va limiter le passage de la lumière à travers la lentille. Donc c'est un obstacle. Ensuite, vous avez la monture d'un objectif sur un appareil photo. Pareil, ça correspond à la monture d'une lentille. Et vous avez un iris aussi qui peut délimiter une pupille, donc la pupille de l'œil, mais aussi un iris qui se trouve dans un objectif d'appareil photo, ou dans un microscope, ou dans des jumelles, ou dans une lunette astronomique. Voilà. Donc ce sont des objets qui limitent le passage de la lumière. Alors à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, il va limiter l'entrée de la lumière dans le système optique, donc ça peut être un inconvénient puisqu'il va réduire la luminosité de l'image, mais ça c'est surtout un avantage parce qu'il va permettre d'obtenir un stigmatisme approché sur des lentilles qui, comme vous le savez, sont astigmatiques. Donc, je vais rappeler sur la diapo suivante qu'est-ce que c'est que le stigmatisme. Donc il va laisser passer des rayons qui sont très proches de l'axe, on appelle ça des rayons paraxiaux, et qui ont une faible incidence. Ça va permettre d'avoir ce stigmatisme et d'avoir des images plus nettes. En photo, il peut aussi permettre d'augmenter la profondeur de champ. Ça, on va voir aussi. Alors le stigmatisme approché, qu'est-ce que c'est? Donc je vous rappelle qu'une lentille est astigmatique. Donc sans diaphragme, vous avez la lumière qui traverse toute la lentille dans son entièreté. Et vous voyez que pour un point objet qui se trouve a priori là sur mon dessin, sur le premier dessin en haut à gauche, le point objet se trouve à l'infini sur l'axe optique, et on voit que on a une tâche parce que les rayons émergents ne passent pas tous par le même point. Donc c'est ça le problème de stigmatisme. On dit que la lentille est astigmatique. Le seul instrument d'optique qui soit vraiment stigmatique, c'est le miroir plan. C'est le seul. Tous les autres, on va obtenir ce qu'on appelle un stigmatisme approché, notamment avec l'utilisation d'un diaphragme. Donc là, c'est le deuxième dessin en dessous. On a mis en place un diaphragme et on voit qu'on limite le nombre de rayons lumineux qui arrivent sur la lentille. Et en sortie de lentille, eh bien, ces rayons lumineux étant assez proches de l'axe, on obtient quasiment un point image pour un point objet. Donc on obtient un système qui est stigmatique, mais c'est un stigmatisme approché. Ce n'est pas un stigmatisme rigoureux, contrairement au miroir plan. Voilà. Donc le diaphragme permet d'avoir un seul point image pour un point objet. Donc d'avoir une image beaucoup plus nette que s'il n'y avait pas de diaphragme. Ensuite, la profondeur de champ, en photo, pour ceux qui font de la photo, ils savent ce que c'est. Donc là, je vous ai mis 2 fois 2 images. Où vous avez, sur les images de gauche, vous avez une faible profondeur de champ. Donc faible profondeur de champ, ça veut dire que l'image n'est nette que sur une petite distance. Donc là, par exemple, sur les images de gauche, on voit que les fleurs, ou l'espèce de branche avec les petites boules là, est nette. Les fleurs sont nettes, mais l'arrière-plan, il est flou. Donc là, sur la deuxième image, l'arrière-plan, c'est un immeuble. Alors que sur la première, l'arrière-plan, c'est une route avec une haie. Enfin bon, on voit que c'est flou. Si on veut augmenter la profondeur de champ, on va faire en sorte que l'image soit nette sur une plus grande distance. Donc là, on va fermer le diaphragme. Et en fermant le diaphragme, on obtient les images qui sont à droite, c'est-à-dire vous avez les fleurs qui sont nettes, et l'arrière-plan qui est quasiment net aussi. Pareil pour l'image du haut.
Alors le problème en photo, c'est que quand on ferme ce diaphragme, donc on dit qu'on augmente le nombre d'ouvertures, c'est le nombre qui est écrit en 22, là, le nombre 22, quand on ferme le diaphragme, on limite l'entrée de lumière. Donc on va avoir une image beaucoup plus sombre. Alors on remédie à ça en modifiant la sensibilité du capteur photo sensible ou en modifiant le temps de pause. Donc, ça ne nous concerne pas puisque nous on travaille que sur l'optique. Donc on peut modifier la profondeur de champ avec l'utilisation d'un diaphragme. Alors où est-ce qu'on place les diaphragmes? Généralement, les diaphragmes sont les montures des lentilles. Donc si l'objectif, forcément il a une monture l'objectif, hein, puisque la lentille n'a pas une taille illimitée, donc ça va être l'objectif qui va constituer le premier diaphragme, et l'oculaire qui va constituer le deuxième diaphragme. Mais on peut aussi rajouter des diaphragmes dans l'instrument. Donc là, généralement on les met dans l'espace intermédiaire, c'est-à-dire entre l'objectif et l'oculaire, mais on peut aussi les mettre dans l'espace objet ou dans l'espace image. Voilà. Alors j'ai mis des exemples. Donc là, premier exemple en haut, ce sont les montures des lentilles qui constituent le diaphragme. Donc on voit les traits qui limitent la taille des lentilles. Donc là, on voit que L1 est beaucoup plus grande que L2. Ou alors, on utilise des lentilles qui ont la même taille, mais à l'intérieur, donc ça c'est le deuxième exemple en bas, à l'intérieur de l'instrument, entre les deux lentilles, on place deux diaphragmes, D1 et D2. D2 étant plus grand que D1 dans ce cas-là. Ces diaphragmes peuvent être soit un diaphragme d'ouverture, soit un diaphragme de champ. Alors, diaphragme d'ouverture, ça s'appelle aussi une pupille. C'est lui qui limite l'ouverture numérique de l'instrument. Alors, je vous rappelle la relation d'Abbe. L'ouverture numérique, c'est l'indice d'entrée, NE, fois le sinus de l'angle U. Bon, ça, on reviendra dessus, parce que ça peut tomber au BTS. Donc, ça limite l'ouverture numérique, donc ça limite l'entrée de lumière. Donc, forcément, la luminosité de l'image est plus faible. Donc là, j'ai un exemple avec un vilain petit canard qui est photographié avec des diaphragmes plus ou moins ouverts et sans compenser la perte de luminosité. Donc on voit que quand le diaphragme est grand ouvert, l'image est beaucoup plus lumineuse que quand elle est fermée. Par contre, la qualité ne sera pas la même. Vous verrez plus tard. Ensuite, vous avez le diaphragme de champ, qu'on appelle aussi la lucarne. Donc lui, il est obligatoirement associé à un diaphragme d'ouverture, parce que quand il n'y a qu'un seul diaphragme dans un instrument, c'est obligatoirement un diaphragme d'ouverture. Donc si vous avez un diaphragme de champ, ça veut dire qu'il y a au moins deux diaphragmes dans l'instrument. Sinon, il n'y a pas de diaphragme de champ. Voilà. Il limite le champ de vision, donc la taille de l'image. Voilà, bon, j'ai mis une image qui n'est pas très belle, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc vous avez un bateau qui est pris en photo avec un... Donc il y a deux diaphragmes. Le diaphragme de champ qui est relativement ouvert, et à côté, vous avez la même image, mais avec le diaphragme de champ qui est fermé. Donc vous limitez le champ de l'image, tout simplement. Alors là, j'ai mis un exemple d'un microscope, une photo de microscope, avec un collecteur d'images. Donc vous avez l'objectif en bas, qui visualise la préparation microscopique qui se trouve en dessous. Vous avez un prisme qui dévie la lumière vers la droite, et vous avez les deux diaphragmes, diaphragme de champ et diaphragme d'ouverture, qui sont situés entre le collecteur et le prisme. Alors comment on peut reconnaître un DO, un diaphragme d'ouverture, et un diaphragme de champ? Eh bien, il faut déjà se placer dans l'espace commun aux deux diaphragmes. Sinon, on ne peut pas faire le travail. Donc si ces deux diaphragmes n'ont pas d'espace commun, il va falloir trouver soit leur image, soit leur antécédent. C'est le cas le plus compliqué. Mais on va faire d'abord des cas simples. Une fois qu'on sait dans quel espace se trouvent ces deux diaphragmes, on utilise le plan image qui se trouve dans le même espace. Ça va permettre de déterminer les angles d'ouverture de chaque diaphragme. Parce que quand on aura les angles d'ouverture, le plus petit angle d'ouverture va nous permettre d'identifier le diaphragme d'ouverture. Par contre, celui qui a le plus grand angle d'ouverture, ça sera le diaphragme de champ.
Alors, rien ne vaut un petit exemple. Donc là, j'ai pris un système constitué de deux lentilles, L1 et L2. Donc L1, c'est l'objectif, L2, c'est l'oculaire. Vous voyez que les deux lentilles sont limitées en taille, donc ce sont des diaphragmes. J'ai placé l'objet AB. Alors la première des choses que je vais faire, c'est trouver la position des diaphragmes par rapport à la chaîne d'image. Donc la chaîne d'image, c'est simple. Vous avez AB qui est dans l'espace objet. Vous allez chercher son image par rapport à L1. Donc vous allez trouver A1B1 qui est l'image intermédiaire, donc qui sera dans l'espace image intermédiaire. Et ensuite vous allez chercher l'image de A1B1 à travers L2 pour trouver A'B', l'image définitive de AB à travers le système de deux lentilles. Donc A'B', elle va être dans l'espace image définitive. On est d'accord. Alors, le diaphragme objectif, lui, il est sur L1, il est confondu avec L1. Or, vous savez que lorsqu'un objet est collé à une lentille, eh bien cet objet est confondu avec sa propre image. Donc le diaphragme, il est à la fois objet et à la fois image intermédiaire. Donc il est à la fois dans l'espace objet et dans l'espace image intermédiaire. Par contre, le deuxième diaphragme, lui, qui est sur l'oculaire, donc sur L2, il est confondu avec l'oculaire, donc lui, il est à la fois dans l'espace image intermédiaire et dans l'espace image finale, définitive. Donc si on regarde bien, ces deux diaphragmes, ils ont un espace commun, tous les deux. Et cet espace commun, c'est l'espace image intermédiaire. Donc on va travailler dans cet espace image intermédiaire. Alors pour faire ce travail, il va falloir d'abord trouver le plan de l'image intermédiaire. Donc on fait une construction classique. Avec l'objet AB, on cherche le plan de l'image intermédiaire en trouvant A1B1. Donc construction classique avec rayon parallèle à l'axe qui passe par le foyer image de la première lentille et rayon qui passe par le centre optique de la lentille. L'intersection de ces deux rayons vous donne B1, donc vous obtenez A1B1. Donc vous savez où se trouve le plan de l'image intermédiaire. Une fois que vous avez ça, vous allez vous servir de ce plan image intermédiaire pour trouver les angles d'ouverture de chaque diaphragme. Donc ça, vous allez le faire soit graphiquement, soit numériquement. Alors, avant de faire ça, je définis Φ1. Φ1, c'est une lettre grecque. Φ1, c'est le diamètre du diaphragme L1. Et Φ2, c'est le diamètre du diaphragme L2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars de A1, je trace une droite. Donc, ce n'est pas des rayons, donc je fais ça en pointillé. Je trace une droite qui part de A1 et qui va au bord supérieur du premier diaphragme, et je trouve l'angle d'ouverture du premier diaphragme, que j'ai appelé β1. Ensuite, ça je l'ai fait en rouge, et en vert j'ai tracé donc la droite qui part de A1 et qui va à la limite inférieure du diaphragme L2. J'aurais pu prendre la limite supérieure, mais l'avantage de faire comme ça, c'est que je vois tout de suite que l'angle β2 que j'obtiens, il est plus petit que l'angle β1. Je le vois tout de suite. Donc tout de suite, je peux dire que β2 est inférieur à β1. Par contre, parfois au BTS, on vous demande de faire le calcul. Donc pour faire le calcul, c'est facile, c'est de la trigonométrie de base. Donc tangente β1, c'est la moitié du diamètre du diaphragme 1 divisé par la distance entre A1 et O1. Donc c'est le côté opposé sur côté adjacent. Et pour β2, la tangente de β2, c'est la moitié du diamètre du diaphragme L2 divisé par la distance entre A1 et O2. Donc β2, il suffit de faire arc tangente de la valeur que vous avez trouvée, et vous avez sa valeur. Donc quand vous aurez β1 et β2, vous pourrez les comparer. Mais là, à la limite, ça n'est pas utile, puisqu'on voit graphiquement que β2 est plus petit que β1. Donc si β2 est plus petit que β1, eh bien par définition, le diaphragme oculaire, L2, c'est le diaphragme d'ouverture. Puisque le diaphragme d'ouverture doit avoir le plus petit angle d'ouverture. Et l'autre, obligatoirement, c'est le diaphragme de champ.
Alors attention, parce que ça dépend de la position de l'objet. Parce que si l'objet se rapproche de F1, eh bien le plan image il va s'éloigner de F'1, donc vous pouvez avoir l'inverse. Selon la position de l'objet, vous pouvez avoir soit L1 diaphragme de champ, soit c'est L2. Attention. Donc il faut absolument avoir le plan de l'image intermédiaire pour pouvoir faire ce travail. Alors je prends un autre exemple. Donc là, les deux diaphragmes sont dans l'espace objet. Donc vous avez D1 et D2 qui sont dans l'espace objet. Puisque les deux diaphragmes sont dans l'espace objet, il n'y a même pas besoin de chercher. Hein, là, on voit tout de suite qu'ils sont avant L1, donc ils sont tous les deux dans l'espace objet. Eh bien, on va utiliser le plan objet pour déterminer les angles d'ouverture. Donc là, c'est beaucoup plus facile que tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas besoin de chercher le plan image. Je trace donc la droite qui part du plan objet, enfin du point A du plan objet, jusqu'à la limite supérieure de D1. Je trouve l'angle BT1. Je fais pareil en rouge pour trouver l'angle d'ouverture du diaphragme 2. Je vois que, comme tout à l'heure, bêta 2 est plus petit que bêta 1. Donc D2, c'est le diaphragme d'ouverture. Et D1, c'est le diaphragme de champ. Voilà, c'est très simple pour trouver quel est le diaphragme d'ouverture et quel est le diaphragme de champ. Alors j'ai encore un exemple. Donc là, c'est le plus compliqué. Alors là, je ne l'ai encore jamais vu au BTS. Hein. Donc là, vous avez deux diaphragmes, D1 qui est sur L-ob, sur la lentille objectif, et D2 qui est sur L2. L2, c'est la lentille d'œil de l'oculaire. Hein, parce que l'oculaire, donc pour les premières années, on verra ça plus tard, mais l'oculaire est constitué souvent de deux lentilles, et sur ces deux lentilles, il y en a une qui s'appelle la lentille de champ, c'est-à-dire L1, et là, il y en a une qui s'appelle la lentille d'œil, parce que c'est la lentille la plus proche de l'œil, et dans ce cas-là, c'est L2. Donc là, vous voyez que vous avez D1 qui est sur la lentille objectif, et D2 qui est sur la lentille 2. Si je fais la chaîne d'images, un objet AB va donner une image A1B1 à travers la lentille de l'objectif. Cette image A1B1 va donner une autre image A2B2, les deux sont des images intermédiaires, hein. Une image A2B2 à travers L1, et vous avez ensuite A'B', l'image de A2B2 à travers L2. Donc si je regarde bien, D1, vu qu'il est collé à L-ob, il est à la fois dans l'espace objet et dans l'espace image intermédiaire, dans le premier espace image intermédiaire, alors que D2, lui, il est dans l'espace image intermédiaire 2 et dans l'espace image définitive. Donc je vois que ces deux diaphragmes ne sont pas dans le même espace. Je ne peux pas les utiliser directement. Je ne peux pas utiliser D1 et D2 directement. Je suis obligé de trouver soit l'image de D1 à travers L1, soit l'antécédent de D2 à travers L1. Bon, là, il se trouve que sur ce schéma, on nous donne delta 2, qui est l'antécédent de D2 à travers L1. Alors, je fais une petite chaîne d'images. Donc, en fait, D2, c'est l'image de delta 2 à travers L1. Et ce delta 2, bien qu'il soit complètement à droite, en fait, ce delta 2, il est dans l'espace avant L1. Donc, il est dans l'espace intermédiaire 1. Comme D1. Puisque delta 2 et D1 sont ont un espace commun, donc l'espace intermédiaire 1, je vais pouvoir utiliser ces deux... Enfin, là, ce n'est pas les deux diaphragmes. Je vais utiliser D1 qui est un diaphragme et delta 2 qui est l'antécédent d'un diaphragme. D'accord? J'aurais très bien pu utiliser l'image de D1. Et j'aurais fait le travail dans l'espace intermédiaire 2. Mais là, je vais faire le travail dans l'espace intermédiaire 1 parce que je sais où est placée cette image intermédiaire A1B1. Puisque je vois que A1, le plan de l'image intermédiaire A1B1, il est confondu avec le plan focal FOC, le plan focal objet de l'oculaire. Donc, puisque j'ai ce plan image A1, je vais m'en servir. Donc, il me faut absolument delta 2, c'est-à-dire l'antécédent de L2 à travers L1. Ou de D2 à travers L1, plutôt. Ok. Donc, voilà comment ça se passe. J'ai delta 2, j'ai D1, j'ai A1. Donc, je trace à droite, comme d'habitude, je pars de A1.
je trace la droite qui passe par le bord supérieur de D1, je trouve bêta 1, et ensuite, je ne prends pas D2, je prends delta 2, et je trace la même droite en vert, et je trouve bêta 2. Je ne peux pas utiliser D2, puisque D2 n'est pas dans le même espace que D1. Par contre, je peux utiliser delta 2, parce que delta 2 est dans le même espace que D1. Du coup, là, je vois que bêta 1 est plus petit que bêta 2. Donc D1, c'est le diaphragme d'ouverture, et D2, c'est le diaphragme de champ. Parce que si delta 2, c'est le diaphragme de champ, D2, c'est le diaphragme de champ. Puisque les deux sont liés. Hein. Il y en a un qui est l'image de l'autre. Donc ça, c'est un cas un peu compliqué que il me semble ne jamais avoir vu au BTS. Alors, ensuite, vous allez voir dans les sujets, donc là, maintenant, on sait comment définir un diaphragme d'ouverture et un diaphragme de champ. Mais vous allez voir dans les sujets que certains sujets ne parlent pas de diaphragme, mais parlent de pupille. Alors moi, j'aime pas trop, c'est une question de vocabulaire. Hein. Il faut savoir que le diaphragme d'ouverture est toujours lié aux pupilles, alors que le diaphragme de champ est toujours lié aux lucarnes. Alors, j'aime pas trop utiliser les termes pupille et lucarne à la place de diaphragme, parce que diaphragme, c'est un objet physique, c'est un objet réel, c'est quelque chose qui existe, qui est réel, qui n'est pas virtuel. Alors que pour moi, les pupilles sont plutôt des objets virtuels. Alors, on va voir comment. Parce que dans certains cas, c'est pas comme ça que ça marche. Donc là, je vous fais un exemple. Alors là, j'ai pris un exemple un peu plus compliqué. Vous avez deux lentilles, L1, L2. Vous avez deux diaphragmes, D1 et D2, qui sont situés entre L1 et L2. Vous avez le plan objet, AB. Et vous voyez de part et d'autre, L1 et L2, en pointillé, vous avez delta 1, delta 2, delta prime 1, delta prime 2. Et si vous regardez en bas de l'image, vous voyez LE, PE, DC, DO, LS, PS. Alors DC et DO, vous savez ce que ça veut dire. DC, c'est le diaphragme de champ. DO, c'est le diaphragme d'ouverture. Là, ils ont été définis, donc vous savez, vous n'avez pas besoin de chercher, de savoir lequel est DO et lequel est DC. Donc, dans ce cas-là, DO, c'est le diaphragme vert, et DC, c'est le diaphragme bleu. Alors, ils sont dans l'espace intermédiaire entre L1 et L2. Mais moi, je vais avoir besoin des pupilles et des lucarnes. Donc, pour définir les pupilles et les lucarnes, il me faut les chaînes d'images. Eh bien, tout simplement, la pupille d'entrée, c'est l'antécédent du DO à travers L1. Et la pupille de sortie, c'est l'image du DO à travers L2. Et vous verrez dans certains sujets que le DO, il n'appelle pas diaphragme d'ouverture, il appelle pupille intermédiaire. C'est un terme que je n'aime pas trop, mais bon, vous risquez de le trouver dans certains sujets. Donc, moi, quand je parle de pupille, je parle de l'antécédent ou de l'image du diaphragme d'ouverture. Donc dans ce cas-là, puisque le diaphragme d'ouverture est entre L1 et L2, si je veux la pupille d'entrée, il faut que je trouve l'antécédent de ce diaphragme d'ouverture. Donc c'est comme si j'avais l'image d'un objet et je retrouve la position de l'objet lui-même. C'est la relation de Descartes ou de Newton. Hein. C'est comme avec un objet classique. Pour le DC, évidemment, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai défini PE, c'est la pupille d'entrée, PS, la pupille de sortie, et PI, la pupille intermédiaire, donc, qui pour moi est le diaphragme d'ouverture. Ensuite, vous avez les lucarnes. Donc ça, les lucarnes sont reliées au diaphragme de champ. Donc le DC, c'est D1, il est dans l'espace intermédiaire. Donc vous avez la lucarne d'entrée, qui est l'antécédent du DC à travers L1, et la lucarne de sortie, qui est la lucarne de sortie, qui est l'image du DC, du diaphragme de champ à travers L2. Voilà. Donc voilà comment on définit les pupilles et les lucarnes. Alors vous risquez d'en avoir besoin, c'est-à-dire qu'on va vous donner le DO et on va vous demander de retrouver la position de la pupille d'entrée, par exemple. Donc si vous avez le DO qui est dans l'espace intermédiaire, eh bien, pour avoir la pupille d'entrée, vous allez appliquer les relations de conjugaison, soit Descartes, soit Newton, et vous allez retrouver la position. C'est comme si vous aviez l'image, DO, et que vous vouliez retrouver l'objet, PE. Voilà, c'est exactement pareil. Donc il faudra faire des exercices là-dessus. Donc, pour résumer, les pupilles sont les antécédents et les images du DO. Si le DO est déjà dans l'espace objet, eh bien, il est directement la pupille d'entrée.
Moi, j'ai pris l'exemple tout à l'heure où le DO était dans l'espace intermédiaire, donc c'était la pupille intermédiaire. Si le DO est dans l'espace image, forcément, ça sera la pupille de sortie. D'accord? Pareil pour les lucarnes. Si le DC est dans l'espace objet, ce DC, c'est la lucarne d'entrée. Si le DC est dans l'espace image, c'est la lucarne de sortie. Voilà, par exemple, j'ai pris comme exemple la pupille de l'œil. Alors la pupille de l'œil, elle est entre la cornée et le cristallin. Vous avez donc vous allez faire de l'analyse de la vision, vous savez que vous avez la cornée, puis vous avez l'humeur aqueuse. Ensuite, vous avez la pupille avec l'iris, et vous avez le cristallin. Donc la pupille de l'œil, c'est une pupille intermédiaire, puisqu'elle est entre deux systèmes optiques qui sont, le premier c'est la cornée plus l'humeur aqueuse, et le deuxième c'est le cristallin. Alors, quelques remarques. S'il n'y a qu'un seul diaphragme dans le système optique, ça je l'ai déjà dit, donc s'il n'y a qu'un seul diaphragme, c'est obligatoirement un diaphragme d'ouverture. Les instruments d'optique contiennent toujours au moins un diaphragme. Ne serait-ce que la monture des lentilles. Hein. Quand vous avez des jumelles, eh bien, les jumelles sont limitées par la taille des jumelles. Alors, il y en a qui ont des jumelles plus ou moins grosses. Évidemment, plus la jumelle est grosse, plus la quantité de lumière qui va rentrer dedans sera importante. Ensuite, pour une image correctement éclairée, oui, si on veut une image correctement éclairée, on place le DC dans le plan d'une image réelle. Donc une image intermédiaire ou une image définitive. Donc ça, on verra comment on fait. Parce que le problème, c'est que si l'objet change de place, l'image intermédiaire change de place aussi. Donc là, on pourra faire ça que dans des instruments qui observent des objets situés à l'infini, par exemple. Puisque là, on sait pertinemment que l'image sera toujours dans le même plan. Donc on pourra placer le diaphragme de champ dans ce plan-là. Alors, on va voir maintenant le champ de pleine lumière, le champ total et le champ de contour. Puisque ces diaphragmes vont poser un petit problème, c'est-à-dire qu'ils vont imposer la présence de champs lumineux sur l'image définitive. Alors là, je vous ai mis deux images. Une image qui est à gauche, qui est complètement en pleine lumière. Donc là, on voit que elle est éclairée à peu près uniformément. Toute l'image est éclairée à peu près uniformément. Et à droite, je vous ai mis une image vignetée. On dit qu'il y a vignetage de l'image, parce qu'on voit que la partie centrale est bien éclairée. Et puis, quand on s'éloigne de la partie centrale, on voit qu'il y a une pénombre qui apparaît. Donc, il y a une zone autour de l'image qui est moins bien éclairée. C'est ce qu'on appelle le vignetage. Alors, je vais détailler ce que c'est que cette image vignetée. Donc, vous avez un cercle rouge. Alors, le cercle rouge, lui, il délimite le champ total de l'image. Alors, je ne sais pas s'il est bien tracé, mais à l'intérieur de ce cercle rouge se trouve toute l'image complète. On appelle ça le champ total. Mais il y a une partie de ce champ total qui n'est pas très exploitable, puisqu'il y a une pénombre qui est gênante pour l'image. J'ai tracé en vert, ici, un cercle qui correspond, qui délimite le champ de pleine lumière. Alors pareil, c'est assez subjectif comme données. Hein. Si on regarde en haut à droite, on a l'impression que la pénombre commence un petit peu avant mon cercle. Bon, c'est assez subjectif de trouver le champ de pleine lumière comme ça sur une image. Mais c'est la zone, en fait, l'intérieur de ce cercle vert, c'est la zone où l'image est à peu près uniformément éclairée. C'est ce qu'on appelle le champ de pleine lumière. Ensuite, vous avez le champ de contour. Donc le champ de contour, c'est la zone de pénombre, c'est-à-dire c'est entre le cercle vert et le cercle rouge. Et pour finir, j'ai mis le champ moyen, même s'il apparaît assez peu dans les sujets de BTS, en orange, donc le champ moyen. Donc ça, il faut connaître ces définitions. Il faut savoir que le champ de pleine lumière, c'est la zone de l'image qui est éclairée uniformément, et le champ total, c'est l'image complète. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a ce vignetage d'image, pourquoi il y a une zone de pleine lumière et pourquoi il y a une zone de contour qui est dans la pénombre. Donc j'ai pris un objet AB, j'ai pris le montage de tout à l'heure avec le diaphragme d'ouverture, j'ai pris L1, le diaphragme de champ, j'ai pris L2, parce que AB en fait n'est pas dans la même position que tout à l'heure. J'ai défini le plan de l'image intermédiaire et je trace un premier rayon pour trouver B1. Alors là, comme je sais où se forme l'image, je sais qu'elle se forme dans le plan A1, je n'ai pas besoin de tracer deux rayons. Un seul me suffit. Donc j'ai tracé ce rayon bleu qui me permet de trouver B1.
puisque j'ai B1, j'ai aussi A1. Donc j'ai A1, B1, l'image intermédiaire qui est une image réelle. Ensuite, je vais tracer les rayons, tous les rayons qui partent de B et qui traversent le diaphragme d'ouverture. Donc là, c'est facile. Je pars tous les rayons qui partent de B, donc qui passent par la limite supérieure du diaphragme d'ouverture et par la limite inférieure. Alors, c'est pas super bien tracé, mais avec PowerPoint, c'est pas très simple de faire des dessins. Et on voit que ces rayons, forcément, puisqu'ils partent de B, obligatoirement, ils passent par B1. Obligatoirement, puisqu'on considère que le système est stigmatique. Donc tous ces rayons qui partent de B, je les fais tous passer par B1. Et j'obtiens ce qu'on appelle un faisceau utile, c'est-à-dire le faisceau de lumière qui part de B et qui traverse le diaphragme d'ouverture. Je ne fais pas de rayon au-dessus ou en dessous, puisque de toute façon, la lentille ne laissera pas passer ces rayons-là, puisque il y a la monture qui gêne. Donc, vous voyez que ce rayon, enfin ce faisceau lumineux, qu'est-ce qu'on remarque quand il arrive sur L2? Eh bien, il tape à côté. Il tape à côté de L2. Donc ce point B, en fait, il n'a pas d'image. Parce que les rayons qui partent de ce point B n'arrivent jamais dans l'espace image définitive, puisqu'ils sont bloqués par le diaphragme de champ, que j'ai prolongé en pointillé pour que vous voyez bien. Donc le point B' n'existe pas. Si je reviens sur l'image de tout à l'heure, le point B', en fait, il serait dans la zone noire, au-delà du cercle rouge. Donc il n'a pas d'image, il n'existe pas. Donc mon objet AB, il est trop grand pour rentrer dans l'image pour ce système optique. B est en dehors du champ total. Puisque B' est en dehors du champ total image, B est en dehors du champ total objet. Donc cet objet B, je ne le verrai jamais avec cet instrument-là. Donc là, je suis dans la partie au-delà du cercle rouge. Je vais prendre un objet qui est dans le même plan, mais qui est un peu plus petit. Je fais moitié plus petit. Donc là, je refais la même construction. Je retrouve A1B1. Je fais les rayons qui partent de B, qui passent par la limite supérieure des hauts. Évidemment, ils émergent en passant par B1, obligatoirement. Puisqu'ils partent de B, ils passent par B1. Ça, c'est obligatoire. Je fais l'autre rayon qui passe par la limite inférieure du DO, qui passe aussi par B1. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le rayon qui est passé par le haut du DO, il ne passe pas par le DC, puisqu'il tape à côté du DC. Par contre, le rayon qui passe par la limite inférieure du DO, lui, il peut traverser la deuxième lentille. Donc je vais essayer de trouver comment il sort de cette lentille. Comme c'est un rayon quelconque pour cette lentille, je trace la parallèle à ce rayon. Je trouve son intersection avec le plan focal image de la deuxième lentille, donc le foyer secondaire, et je fais partir mon rayon qui sort de la lentille de cette façon-là. Je vois que je peux tracer aussi un autre rayon qui passe par B1 et qui arrive pile à la limite inférieure du diaphragme de champ. Donc ce rayon-là, il va pouvoir passer aussi. Je le trace. Bon, comme il était parallèle à l'axe, il passe par F'2, donc c'est facile à trouver. Et je trouve A'B', dans le plan image. Si je trace le faisceau utile, qu'est-ce que je remarque? Pour ce point B, qui est un peu plus près de A que tout à l'heure, eh bien, il n'y a qu'une partie du faisceau utile qui traverse le diaphragme de champ. Donc ce point B, il n'est pas en pleine lumière. Il est dans le champ de contour. Donc dans la zone où il y a moins de lumière, puisqu'on voit bien, d'après ce dessin, on voit bien qu'il y a une partie du faisceau qui a été bloquée par le diaphragme de champ. Donc votre point B n'est pas aussi bien éclairé que le point A. Parce que le point A, lui, par contre, tout passe à travers le diaphragme. Donc le point B, il n'est pas en pleine lumière, il n'est pas dans le champ de pleine lumière, il est dans le champ de contour. Il est dans la zone de pénombre. B ou B' ou B1, de toute façon les trois sont liés. Donc quand on parle de B, on va parler de champ de pleine lumière objet, et quand on parle de B', on va parler de champ de pleine lumière image. Donc je vais faire un troisième dessin. Donc je confirme que B' est dans le champ de contour. Pareil pour B1 et pareil pour B. Alors, comment je vais pouvoir trouver
la limite du champ de pleine lumière. À partir de quand les points d'objet ne seront plus en pleine lumière? Eh bien, c'est simple. Il faut chercher d'abord cette limite que j'appelle BPL. Il faut la chercher dans l'espace intermédiaire. Donc, c'est BPL1. En traçant un rayon qui passe par les deux limites des diaphragmes. Alors, vous allez voir, ça paraît compliqué, mais c'est relativement simple. Donc, je prends le même montage que tout à l'heure, sauf que là, j'ai repéré le plan objet, le plan image intermédiaire et le plan image définitive. Je trace un premier rayon qui passe par la limite supérieure du DO et la limite inférieure du DC. J'obtiens un point qui est assez proche de l'axe. Donc dans le plan A1, le rayon rouge me donne un point assez proche de l'axe. En dessous de l'axe, mais assez proche de l'axe. Si je trace le rayon vert qui lui passe par les deux limites supérieures du diaphragme d'ouverture et du diaphragme de champ, je vois que j'obtiens un point dans le plan A1 qui est beaucoup plus éloigné de l'axe que le point obtenu avec le rayon rouge. Donc c'est le rayon rouge qui m'intéresse. C'est lui qui passe le plus près de l'axe, donc c'est lui qui m'intéresse. Ce point, c'est BPL1. Je le définis comme étant la limite du champ de pleine lumière. Et vous allez voir après pourquoi. Donc, en fait, BPL1, c'est un point B, mais particulier. C'est un point B qui correspond à la limite du champ de pleine lumière dans l'espace image intermédiaire. Donc, je trace l'image à un BPL1. Avec BPL1, je retourne en arrière grâce au rayon qui passe par le centre optique de L1. Je trouve BPL, donc l'antécédent de BPL1. Je n'ai pas besoin de faire de construction complète puisque je sais où est l'objet. Je sais qu'il est dans le plan A. Donc j'ai juste à tracer un rayon. Je le mets en pointillé parce que je ne suis pas sûr qu'il passe à travers les diaphragmes. Quoique apparemment c'est le cas. Donc j'aurais pu le tracer en rayon plein, en très plein. Donc là je l'ai tracé en pointillé parce que c'est une construction. Elle m'aide à trouver BPL. Une fois que j'ai BPL, je fais comme tout à l'heure. Je trace le rayon qui correspond à celui que j'avais tracé dans l'espace intermédiaire. Puis le rayon qui passe par la limite inférieure. Comme il vient de BPL, forcément il passe par BPL1. Et je remarque que les deux rayons viennent taper sur le DC. Donc je ne me suis pas trompé. La totalité des rayons partant de BPL et traversant le diaphragme d'ouverture vont pouvoir traverser le diaphragme de champ. Donc mon BPL, il est à la limite, certes, mais il est en pleine lumière. Alors il est à la limite parce qu'un des deux rayons arrive pile sur la limite du DC. Ensuite, je fais comme tout à l'heure, je fais la parallèle. Donc là, j'ai fait la parallèle au premier rayon que j'ai tracé. Je trouve le foyer secondaire dans le plan focal image de L2. Ensuite, je trace le rayon émergent de L2 et je trouve A'B'PL, ou BPL' si vous préférez. Donc l'image de BPL1 à travers L2. Parce que je sais où se forme cette image. Je sais qu'elle est dans le plan A'. Alors souvent, si vous avez un microscope, vous avez un observateur hémétrope, eh bien, l'image définitive sera à l'infini. Donc on verra plus tard avec les constructions comment on peut le trouver. Donc là, c'est pas le cas. Le plan image, il est bien défini, il est sur A'. Donc je peux tracer le deuxième rayon qui émerge de L2, et j'obtiens mon faisceau utile. Alors, ce faisceau, je vais le tracer. Donc là, j'ai remis la construction qu'on vient juste de faire derrière. Je vais tracer le faisceau. Et vous voyez que la totalité du faisceau traverse les deux diaphragmes. La totalité du faisceau utile traverse les deux diaphragmes. Donc, ce point BPL, il est dans le champ de pleine lumière. Mais ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. Donc là, il y a plusieurs définitions qui sont arrivées. Faisceau utile, c'est la totalité des rayons partant du point objet et traversant le diaphragme d'ouverture. Ça, c'est le faisceau utile. Et limite du champ de pleine lumière, eh bien, il faut faire en sorte que le faisceau utile traverse intégralement le diaphragme de champ. Donc, ça veut dire que BPL, ou BPL1, ou BPL', vous donne la limite du champ de pleine lumière. Donc tous les points qui sont en dessous de BPL, donc entre BPL et A, ou entre BPL1 et A1, ou entre BPL' et A', comme vous voulez, tous ces points
seront en pleine lumière, y compris les points qui sont symétriques par rapport à l'axe optique. Parce que la construction que j'ai fait au-dessus de l'axe optique, j'aurais pu la faire en dessous de l'axe optique. Donc en fait, il faut imaginer que cette construction elle est symétrique par rapport à l'axe optique. D'accord? Donc tous les points objets situés entre A et BPL sont en pleine lumière. Idem pour le symétrique par rapport à l'axe optique. Donc ça va vous définir un cercle. C'est le fameux cercle vert que j'avais dessiné tout à l'heure sur l'image. Un cercle qui correspond au champ de pleine lumière. Donc pour résumer la construction, il faut trouver BPL1. Donc là, il vous faut les limites des deux diaphragmes. Et il vous faut le plan de l'image intermédiaire, sinon vous ne le trouverez pas. Une fois que vous avez BPL1, vous en déduisez les positions de BPL et de BPL' grâce au centre optique des deux lentilles. Et une fois que vous avez BPL et BPL', vous tracez le faisceau utile. Et si vous êtes dans le champ de pleine lumière, eh bien tout le faisceau utile doit traverser les deux diaphragmes. Voilà, c'est ça la pleine lumière. Voilà pourquoi vous avez des images qui sont vignetées. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est en pleine lumière, qui traverse les deux diaphragmes, et une partie qui est dans la pénombre, parce que tout ce qui traverse le DO ne traverse pas forcément le DC. Donc là, c'est la pénombre. Et ensuite, vous êtes en dehors de l'image. Donc là, tout ce qui traverse le DO ne traverse pas du tout le DC. C'était le premier cas que j'avais mis tout à l'heure. Voilà. Donc si vous avez compris le vignotage d'une image, vous avez tout compris. Alors on peut faire la même chose, on peut faire exactement la même chose avec le champ total. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai tracé le rayon rouge qui permet d'avoir BPL1. Mais j'avais aussi tracé un rayon vert. Alors je l'avais fait au-dessus, là je l'ai fait en dessous pour changer un petit peu. Donc quand je trace le rayon qui relie les deux limites inférieures des deux diaphragmes, alors attention, c'est pas toujours comme ça. Parfois c'est l'inverse. Parfois c'est le rayon vert qui va vous donner BPL1 et le rayon rouge qui va vous donner BT1. Tout dépend de la position du plan image. Parce que si le plan image intermédiaire, il est après L2, ça inverse tout. D'accord? Parce que quand on va prolonger les rayons rouges et verts, on va les prolonger en pointillés, parce que évidemment on va sortir de l'espace intermédiaire, eh bien on va voir qu'ils vont se croiser, donc on va inverser BPL1 et BT1. Donc il faut faire attention. Bon, dans ce cas-là, le rayon vert vous donne le champ total. La limite du champ total. Donc ce qui correspondait au cercle rouge sur l'image que j'avais montré tout à l'heure. Donc ce rayon, ce BT1, il va me permettre de trouver BT. Il suffit que je trace le rayon qui passe par O1, vu que je sais où est l'objet. Donc je trouve BT. Il va me permettre de trouver BT', pareil avec le centre optique de O2. Ensuite, je vais tracer les rayons qui partent de BT et qui passent par des BT1. Voilà. Et là, je remarque que si je trace d'autres rayons, vous allez voir que tous les autres rayons, il n'y a qu'un seul rayon qui arrive à traverser le diaphragme ou le champ. Alors je le fais, donc je trace les autres rayons qui passent donc, par la limite supérieure de DO, qui passent par BT1, et je vois que tout est bloqué, sauf un rayon, donc le premier que j'avais tracé, et qui passe par la limite inférieure du DC. Donc en fait, je suis à la limite du champ total. C'est-à-dire que les points qui vont être le point BT, en fait, va être très 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 peu éclairé, puisqu'il n'y a qu'un seul rayon qui passe. Donc je suis quasiment, je suis au niveau du cercle rouge de l'image, c'est-à-dire je suis dans le noir. Et au-dessus de BT, il n'y a plus aucun point qui apparaît sur l'image. Donc le point BT, c'est vraiment la pénombre, on ne peut pas faire plus sombre. Plus sombre, c'est noir. D'accord? Donc BT, c'est la limite supérieure, ou inférieure, ça dépend comment on se place, du champ total. Donc je suis dans la pénombre, mais même je suis à la limite de sortir de l'image, quoi. Voilà. Alors ensuite, on va vous demander au BTS de déterminer le diamètre d'un champ. Alors, pour arriver à faire ça, il faut connaître les diamètres des diaphragmes, il faut connaître leur position, il faut aussi connaître la position du plan objet ou du plan image intermédiaire ou du plan image définitive. Et il y a un petit peu de maths, c'est-à-dire on va vous demander de déterminer les paramètres d'une droite affine, mais bon ça, on fait ça en secondes, ça devrait passer. Alors, avec ces coordonnées, avec ces paramètres de la droite, on va pouvoir déduire les coordonnées de la limite de champ.
Alors, il y a deux méthodes en fait. Il y a la méthode de Thalès, que moi j'utilise personnellement parce qu'elle est plus rapide, mais que je ne donne pas aux élèves parce qu'en fait, selon les situations, ils peuvent se tromper. Donc là, on préfère utiliser l'équation de droite, qui c'est plus sûr pour vous. Donc vous allez voir comment ça se fait, c'est assez simple. Je reprends encore le modèle que j'avais tout à l'heure. Donc là, j'ai remis les deux lentilles, le DO, le DC. J'ai remis le rayon rouge qui détermine la position de BPL1. J'ai indiqué sur la gauche le diamètre du diaphragme d'ouverture, j'ai mis 20 mm. Alors souvent au BTS on note ça, le diamètre on l'appelle 2 fois le rayon. Donc 2 RO égale 20 mm. 2 fois le rayon d'ouverture égale 20 mm. Donc ça vous dit que le rayon d'ouverture en fait c'est 10 mm. Rayon d'ouverture voilà, et rayon du diaphragme de champ c'est 6 mm, la moitié de 12. Voilà. Donc ça va être important pour la suite. Ensuite, vous avez la distance O1, E2 qui est importante. Donc la distance entre les deux diaphragmes qui vaut 200 mm. Et la distance entre O1 et A1, donc entre la première lentille et le plan de l'image intermédiaire qui vaut 152 mm. Donc ça, c'est moi qui ai choisi arbitrairement les valeurs. Le but, c'est de trouver le diamètre du champ de pleine lumière dans l'espace image intermédiaire. Alors le diamètre du champ de pleine lumière, je l'appelle phi-PL1. Et en fait, c'est 2 fois le rayon du champ de pleine lumière dans l'espace intermédiaire. Alors, vous avez remarqué aussi que j'ai placé 2 points sur le schéma. J'ai placé le point M en haut du diaphragme d'ouverture et le point N en bas du diaphragme de champ, parce que ces points M et N sont sur une droite, la droite rouge, qui passe par BPL1. Donc si avec les points M et N, j'arrive à trouver l'équation de la droite, eh bien je peux trouver la position du point BPL1. Position dont je connais une partie, parce que je sais qu'il est à 152 mm sur l'horizontale, il est à 152 mm de O1. Par contre, je ne connais pas sa position sur la verticale, sa position transversale. Donc voilà comment ça se passe. Je prends cette droite, qui passe par BPL1, qui passe par les points M et N, qui sont connus, parce que je sais exactement où ils sont. J'utilise un repère orthonormé, donc là, le centre du repère, c'est O1. Alors, X, c'est l'axe des abscisses, Y, l'axe des ordonnées. Et la droite, vu que c'est une droite affine, elle a pour équation Y égale à X plus B. Donc cette droite, je vais utiliser les coordonnées de M. Alors, coordonnées de M, son abscisse, c'est 0, puisque M est à la verticale de l'origine du repère, il est à la verticale de O1, et son ordonnée, c'est 10, c'est-à-dire la moitié du diamètre du diaphragme d'ouverture. Donc l'équation qui Y égale à X plus B, je peux remplacer Y et X par leur valeur. Y, c'est 10, donc 10 égale A fois X, A fois 0, c'est-à-dire 0, plus B. Du coup, ça me donne B. B, c'est 10 mm. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ensuite, je prends le point N, qui lui est à 200 mm sur l'axe des abscisses, à 200 mm de O1. Donc l'abscisse de N, c'est 200, Xn égale 200. Et l'ordonnée, alors là, il faut faire très attention, parce que N est en dessous de l'axe, donc l'ordonnée, c'est moins 6. Hein, moins 6 mm. C'est-à-dire la moitié du diaphragme de champ, mais dans les négatifs, puisque je suis en dessous de l'axe, en dessous de mon repère. Donc mon équation Y égale à X plus B devient, Y, je le remplace par moins 6 égale A fois X, c'est-à-dire A fois 200, plus 10. Et du coup, je peux trouver la valeur du coefficient directeur de la droite. A égale moins 16 sur 100. Alors j'aurais pu la simplifier, ça aurait fait moins 2 sur 25, mais bon, peu importe. Alors le signe moins, pourquoi? Parce que la droite est décroissante, donc c'est normal d'avoir un signe moins. Et 16 sur 100, c'est la pente de la droite. Maintenant, je vais prendre le point BPL1, celui qui m'intéresse. Ce point B, c'est un point B particulier, mais c'est un point B. Il a une abscisse XB qui vaut 152 mm, puisque l'image, le plan image intermédiaire, plus exactement, il est à 152 mm de O1. Donc ce point B, il est à 152 mm de O1. Par contre, son ordonnée, je ne la connais pas.
Donc je vais l'appeler moins, parce que BPL1 est en dessous de l'axe, moins rayon de pleine lumière 1. Rayon du champ de pleine lumière dans l'espace intermédiaire. Donc moins RPL1. Et l'équation Y égale S plus B va devenir, donc Y je le remplace par moins RPL1, égale à, donc c'est moins 16 sur 200 que j'ai trouvé juste avant, puisque c'est la même droite, hein, c'est la droite qui passe par M et N, elle passe aussi par BPL1. Donc moins 16 sur 100 fois l'abscisse du point B, 152, plus l'ordonnée à l'origine, plus 10. Et là, je trouve moins 2,16 mm. Donc le rayon du champ de pleine lumière dans l'espace intermédiaire, RPL1, il vaut 2,16 mm. Et si je veux le diamètre, eh bien tout simplement, je multiplie par 2. Donc 4,32 mm. Voilà comment on trouve le diamètre du champ de pleine lumière. Ici, c'est dans l'espace intermédiaire, mais on aurait très bien pu faire le travail dans l'espace objet ou dans l'espace image. Bon, généralement, c'est dans l'espace intermédiaire. Donc j'ai pris le cas le plus courant. Une fois que j'ai ça, eh bien tout simplement, j'utilise le grandissement transversal de L1 pour retrouver le champ, enfin le diamètre du champ de pleine lumière objet, parce qu'en fait, mon champ de pleine lumière intermédiaire, c'est une image intermédiaire comme une autre. Hein. Phi PL1, il vaut, je ne sais plus, c'est 4,16 mm, 4,32 mm. Eh bien, c'est comme si j'avais un objet, une image intermédiaire qui mesurerait 4,32 mm. Donc une image A1B1 qui voudrait 4,32 mm. Donc j'utilise GT, le grandissement transversal de L1, GT1, parce que GT1 égale A1B1 sur AB. Donc si j'ai A1B1, ici A1B1 c'est phi PL1, c'est le diamètre du champ de pleine lumière intermédiaire, je peux retrouver, et que je connais le grandissement transversal évidemment de la lentille, je peux retrouver la taille du champ de pleine lumière objet. Pareil pour le champ de pleine lumière image. J'utilise le grandissement transversal de L2. Quand les objets ou les images sont à l'infini, c'est un peu plus, c'est différent. Il faut calculer ce qu'on appelle des diamètres apparents, c'est-à-dire des angles. Donc là, on verra ça sur la diapo suivante. Par contre, je vais pouvoir savoir si mon image est vignetée ou pas, parce que si mon image, on me dit si mon image a telle taille, alors que le champ de pleine lumière a une taille plus faible, eh ben, je vais dire mon image est vignetée, tout simplement, parce que si le champ de pleine lumière est plus petit que l'image complète, ça veut dire qu'il y a un champ de contour. Par contre, si le champ de pleine lumière est plus grand que l'image, l'image sera totalement en pleine lumière, c'est simple. Et je vais savoir aussi où placer un diaphragme, parce qu'on peut me poser la question en me disant, mais comment je peux éliminer le champ de contour? Eh bien, c'est assez simple. Je prends un diaphragme que je vais installer dans l'appareil, et je vais le mettre pile à l'endroit où se forme l'image intermédiaire, donc dans le plan A1, et dont la taille fera exactement la taille du champ de pleine lumière. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de champ de contour, puisque ce diaphragme supplémentaire, qui va devenir le diaphragme de champ, forcément, eh bien, il va bloquer le champ de contour, puisqu'il fait exactement la taille du champ de pleine lumière. Mais attention, il faut être dans le plan d'une image réelle, sinon ça ne marche pas. Alors, pour les diamètres apparents, voilà comment ça se passe. Donc là, j'ai pris une lunette afocale. Vous avez, entre les deux lentilles, vous avez phi PL1, enfin le diamètre du champ de pleine lumière, en rouge, et en bleu, vous avez le champ total. Donc, si vous voulez les diamètres angulaires, les diamètres apparents, des champs images et des champs objets, il faut faire un petit peu de trigonométrie, puisque l'angle alpha PL ou alpha T, pareil du côté image, en fait, il se calcule très facilement avec la tangente de l'angle, puisque c'est la moitié du champ de pleine lumière intermédiaire divisé par soit la distance focale de la lentille 1, soit la distance focale de la lentille 2. Voilà. Alors attention, quand il y a des angles, il n'y a pas de signe, hein. Ne mettez pas de signe, sinon vous allez être bloqué.